Pierre-Henri donc, bon, est un fidèle du club, c'est vrai. Un garçon formidable qui est né en 1963, donc tout va bien. Il est né à Paris. Et donc, est-ce que déjà tout petit, tu t'es dit « je veux devenir journaliste » ? Oui, hein, tu le sais un peu, c'est des métiers de vocation. Hein, c'est comme curé ou il y a médecin, il y en a quelques-uns comme ça. Donc effectivement, à 8 ans, j'avais déjà mon petit journal pour raconter ce qui se passait dans la famille. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Écrire, c'est ça. Raconter, Raconter. voilà. Alors, ensuite, une carrière 100% dans les médias, dans la presse. Alors, un souvenir par titre, La Tribune. Alors la tribune, c'est un soir. Alors on remonte loin hein, quand même, puisque c'est là où j'ai commencé. C'est un soir de 1989. On avait un directeur de la rédaction très charismatique et qui avait un petit problème à partir de 18h. Il avait déjà commencé à picoler, mais ça commençait à se voir. Nous, on aime bien. Hein. Et le soir, dans les quotidiens, il y a plusieurs éditions, donc il y a des permanences. Et à la permanence, souvent le directeur de la rédaction qui reste, en tout cas lui, puisqu'il était presque 24 heures sur 24 au journal, Philippe Labarde. Et puis il y a des petits stagiaires qui restent aussi pour faire le... Et puis on regarde la télé et puis on voit la conférence de presse du type à Berlin-Est, là, qui dit mais vous pouvez venir en fait. Enfin un truc surréaliste. Et l'AFP a mis longtemps à réagir, mais on a assez vite vu quand même que le monde était en train de basculer le soir même. Et Philippe Labarde on avait un scoop sur une OPA sur Rémy Cointreau, je me rappelle. Ouais. Et il a rien voulu savoir. Il dit on s'en fout des Allemands. Boum, on a fait la une le lendemain matin sur l'OPA sur Rémy Cointreau. Ah. Ensuite, aujourd'hui, la tribune, donc on la retrouve le dimanche. La tribune dimanche, tu penses que ça... Parce que la tribune, j'ai vu qu'ils avaient fait des bons chiffres, en tout cas, bravo. Ouais. Ils ont fait ça en un journal, ils sont très peu nombreux. Ils ont fait ça from scratch, pour parler en bon français, en 80 jours. Et sur le fond, c'était un festival, en tout cas. Le premier, avec une interview de Christine Lagarde, etc. Donc, chapeau à Monsieur Tortora. Et le JDD là, qui a fait grève pendant des mois et des mois parce qu'il y avait un garçon qui était un peu à droite, là, ça te perturbe ou tu n'as pas d'avis ? Alors, j'ai un avis, mais qui est un peu contraire à celui de la profession. Voilà. Moi, je suis plutôt un libéral, on va dire. Je considère que si on achète... Alors, là, il y a une petite ambiguïté, hein, parce que tu sais que Vincent Bolloré n'est pas officiellement propriétaire. Donc là, il y a quand même un petit problème, parce que visiblement, c'est lui qui a quand même mis ce garçon. Donc il y a un petit problème juridique, notamment avec la Commission européenne. Mais on va dire, en temps normal, si demain Alain Marty veut racheter un journal et en faire un fanzine illisible ou complètement facho, libre à toi de perdre ton argent, etc. Donc ça ne me pose pas un énorme problème. Mais encore une fois, je suis extrêmement minoritaire. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir, ça c'est Yves de Chaise-Martin qui dit ça, puisqu'il y a des tas de débats en ce moment, donc l'ancien patron du Figaro, on devra arriver quand même à une forme de co-gestion, c'est-à-dire qu'il y ait des journalistes dans les conseils d'administration des médias, parce qu'il faut qu'il y ait une responsabilisation, on va dire, réciproque. Bon. Voilà. Donc, mais encore une fois, je suis très très minoritaire. Oui, puis il y a quand même des équipes au sein du groupe, hein, notamment Arnaud Puyfontaine qui connaît très très bien la presse et qui est un garçon formidable. Ça va s'organiser. En tout cas, c'est bien. Quelque part, le dimanche, on est 2 titres maintenant, la Tribune également, le JDD. Tu es passé également entre les mains du Nouvel Économiste. Nouvel Économiste, oui, c'était une très belle aventure. Donc c'est toujours le même d'ailleurs actionnaire qui s'appelle Henri Nidam, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ouais, il l'a eu, il l'a vendu, il l'a repris. Voilà, bon, ça peut arriver dans la vie. Hein. Ouais. Et puis un petit souvenir là-bas. Donc c'est un journal ça a toujours été difficile économiquement, on va dire, limite. Et puis on avait des très très bons journalistes, une rédaction de rêve. Alors moi, il y avait notamment 2 journalistes dits d'investigation, Vincent Nouzy et Nicolas Beau. Et ils sortent un scoop incroyable sur la GMF. Je sais pas, les anciens se rappellent du scandale de la GMF. Et puis, il y avait un autre papier un peu méchant sur Renault. Et donc là, on a vu arriver la patronne de la régie qui nous a dit « C'est bon, on a perdu nos 2 derniers annonceurs. » Et le journal non, ils n'ont pas été virés, le journal a fait faillite à ce moment-là. Voilà. Alors donc, challenge, donc ça c'est le défi depuis 2001 ? Alors 2001, en ce qui me concerne. 2001. Un mot sur l'historique, ça a été créé par qui ? Alors, ça
Ça a été créé par le fondateur qui s'appelle Patrick Fauconnier. Au journal, c'était créé en 82. Au départ, c'est un journal étudiant sur le campus de l'ESSEC, avec une idée de faire un journal gratuit avec les entreprises qui annoncent pour séduire les étudiants. Donc, il s'est diffusé dans toutes les écoles de commerce. Ça reste dans notre ADN. On est très présent, on fait le classement des grandes écoles, etc. Très présent dans ce monde-là. Ensuite, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Donc, Patrick n'était pas un très très bon gestionnaire, donc il a vendu le titre à l'actionnaire actuel qui s'appelle Claude Perdriel, donc qui était à l'époque l'actionnaire aussi du Nouvel Obs. Et voilà. Et Claude Perdriel a plusieurs. C'est un industriel. Et il a plusieurs cerveaux. C'est un polytechnicien, donc il est scientifique, il a Sciences et Avenir. C'est un industriel qui s'intéresse à l'économie, donc challenge. Et c'est quelqu'un qui a une très grande culture, donc il a aussi l'histoire. Voilà, il a ces trois passions. Mais encore une fois, on vit grâce à l'industrie, en l'occurrence les Sany Broyeurs, puisqu'il est leader mondial de cette activité et qui a toujours fait vivre son groupe de presse. Bon, moralité, acheter massivement des Sany Broyeurs pour que Challenge continue. Alors, il est aussi dans les douches, les jacuzzis, toutes sortes de trucs. Vous prenez tout là. Alors, aujourd'hui, Challenge, combien de lecteurs chaque semaine? Ça veut dire que c'est un hebdomadaire. Alors, il y a plein de chiffres. Alors là, je parle sous contrôle d'Elisabeth Descombes et puis d'Edouard qui est là, à qui vous pourrez acheter des pages de pub immédiatement. Il est là. Voilà. Donc, on a environ 700 000 lecteurs. Alors, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle, nous, dans le milieu, une diffusion payée, c'est-à-dire kiosque et abonnés, d'environ 180 000. Et là-dedans, il y a 80-90% qui sont des abonnés, ce qui est notre grande force, qui nous a permis de traverser le Covid, toutes sortes de choses. Voilà. Et vous savez que les kiosques, il y en a beaucoup qui ferment et tout ça. Donc, on est à l'abri de ça. On a une sorte de matelas formidable. Et aujourd'hui, le positionnement, c'est quoi? On prend de la réflexion, c'est de l'actu pure? Alors, on est parti en 2001, on était un mensuel. On a transformé en hebdomadaire en 2006. Et on a élargi le spectre. Donc, aujourd'hui, on garde vraiment un ancrage sur l'économie, à la fois macroéconomie et business. Et on est aussi sur la politique, parce que ça va avec. C'est très important. Les médias aussi. Ça va avec. La politique n'est pas indépendante de l'économie. Et on fait de l'international. Ce qu'on ne fait pas, ce que fait par exemple notre grand modèle et partenaire qui est The Economist, c'est ce qu'on appelle du sociétal. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une sur la fin de vie ou sur des choses comme ça. Par contre, la dernière une, je l'ai fait sur l'immigration, qui est le sujet explosif du moment, si je puis dire, avec tous les aspects économiques, voilà, tout ce patronat qui a besoin d'émigrer, qui n'ose pas trop le dire, etc. Tous les débats autour de ça. Le papier, alors ça c'est un peu tarte à la crème, mais ça continue, c'est stable les chiffres ou ça baisse inexorablement? Est-ce que demain tout sera digital, il n'y a plus de papier ou c'est réservé? Aujourd'hui, on va dire que c'est à peu près stable. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on dit la vente au numéro, la moitié de cette vente au numéro se fait en numérique. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que ça coûte beaucoup moins cher de vendre. On le vend un tout petit peu moins cher, et on le vend via des plateformes aussi. Mais ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer que d'acheter du papier, surtout quand il augmente de 60% comme l'an dernier, d'avoir un réseau de distribution ou de le porter chez des abonnés, etc. Donc, on vend, on va dire, aujourd'hui, c'est à peu près stable. Et moi, le papier, pour moi, est indispensable parce que c'est un support. On a un journal de week-end. On n'est pas comme les Échos, un journal qu'on lit au bureau. On le lit plutôt le week-end parce qu'il est un peu people, etc. Et le week-end, on aime bien avoir un magazine. Et pas que les plus de 60 ans. Et alors le digital, donc il y a des news, on peut s'abonner, c'est payant, c'est gratuit, on a de l'information tous les jours. Grande nouveauté, pour l'instant on est encore un peu en rodage, mais là j'ai vu les 2 derniers numéros, on était proche du zéro défaut. On a lancé une newsletter du matin, donc qui va vous raconter tout ce qui s'est passé pendant la nuit, ce qui est important dans la journée. Et on aura des grosses enquêtes, donc tout ça pour nos abonnés. Et donc, en 15 jours, on a fait 5700 abonnés. Donc, ça a démarré très, très fort. Donc, voilà, on s'est donné 2 mois pour voir, pour ajuster. Et là, la stratégie, c'est qu'on est en train de développer effectivement les newsletters, dont une qu'on voudrait faire autour des idées
Parce qu'on considère que les journaux maintenant sont en silo, c'est comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand vous allez dans les pages JD ou sur le site Figaro Vox, bah, vous savez exactement ce que vous avez trouvé et tout le monde dit en gros la même chose. Il y a la même chose à Libération. Et nous, on veut être plus ouverts sur... voilà, en fait, il y a plein de débats et très ouverts sur l'international aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se disent, figure-toi, en dehors de France. Absolument. Que c'est... Le moral des patrons, il est comment, les perspectives 2024? Alors, Parce que vous passez votre vie avec des on vient entrepreneurs. de le publier. On vient de le publier. Donc, on a un baromètre mensuel. Il est pas bon. Il a décroché là. Alors, c'est d'autant. Il a décroché. En fait, c'est le pire décrochage depuis l'invasion de l'Ukraine. Bon, t'as vite Et rappelé, alors, hein. non, le drame, c'est que j'ai regardé dans la méthodologie l'enquête. Elle s'est arrêtée le 6 octobre, c'est-à-dire la veille Ah oui. du Hamas, quoi. Donc ça te donne une idée de ce qui va se passer le mois prochain. Donc là, il y a eu vraiment un brutal, je me rappelle, au moment de l'université d'été du MEDEF, là, la REF, on avait fait aussi un moral des patrons, c'était plutôt stable. Là, ça a complètement changé en quelques semaines. Hein, mais il y a la Chine, il y a la récession en Allemagne, enfin, il y a plein de bonnes nouvelles partout. Hein. Ouais. Le palmarès aussi, alors des grandes fortunes, ça fait partie pas des marronniers, en tout cas des spécificités des challenges, c'est très attendu. Il y en a beaucoup ici qui en font partie. Ils sont heureux d'y être. Vous pouvez vous dénoncer d'ailleurs. Ou alors quand ils voient ça, ils se disent je prie pour Payet. C'est une Alors, référence, c'est une consécration. Il y a deux attitudes, aussi bizarres que ça puisse paraître. Et d'ailleurs, c'est peut-être parfois les mêmes gens. En gros, quand tu as envie de vendre ta boîte, tu vas appeler en disant non, en fait, je suis beaucoup plus riche que ça. Et puis le jour où tu divorces, c'est l'inverse. Après, il y a des gens effectivement qui sont fiers d'être dedans. Ça, c'est une vraie révolution, hein, parce que quand on a commencé ça, il y a une bonne vingtaine d'années, c'était un peu le traumatisme. Donc il y a des gens qui sont fiers d'être dedans. Nous, on le fait avec une approche pas du tout dénonciatrice. Alors comment ça se passe d'ailleurs? Comment tu t'appelles, disant bonjour, tu gagnes combien? Non, il y a tout un process. C'est un échange contradictoire. Ils reçoivent des courriers. Après, on a leur family office ou leurs avocats ou eux-mêmes, hein, ça dépend qui rappellent, qui donnent leur propre évaluation. Si vraiment ils gueulent trop, on met une petite astérix, ne souhaite pas être dans le classement, mais on publie quand même. Ah, tu publies quand même. On est complètement baqué juridiquement. On a eu encore un jugement, puisqu'on parlait de procès, on a encore un jugement là, il y a quelques jours qui nous a confirmé que ce n'était pas une atteinte à la vie privée à partir du moment. Qui ou pas? À partir du moment non, c'est délicat quand même. D'accord, ok. C'est une dame qui est française. Qui est la première fortune en fait, non, elle n'est pas la première fortune. C'est une dame qui est française, qui habite en Suisse, qui a sa boîte en Suisse, et elle a acheté un hôtel particulier quelques dizaines de millions d'euros à Paris. C'est comme là, ça tu commences à dire beaucoup là. Hein. C'est comme ça qu'on l'a repérée. Et donc on a commencé par faire une petite brève sur le fait qu'elle achetait cet hôtel particulier. C'est une des plus belles transactions de l'année. Donc elle n'était pas contente du tout. Et puis on a remis une couche derrière en disant oui, et nous avons l'honneur de vous dire que vous êtes aussi, alors je ne sais plus, la 272e fortune française, etc. Donc voilà. Alors c'est un exercice que font beaucoup les Américains, Forbes, Fortune, que font les Suisses aussi. On a notre équivalent qui s'appelle Bilan, qui publie un classement des fortunes, mais avec un critère très différent qui est celui de la résidence. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille d'ailleurs avec eux sur les riches français qui habitent en Suisse, oui. Tandis que nous, c'est la nationalité. Alors, c'est différent. Donc, du coup, on a beaucoup, par exemple, de Français qui peuvent habiter aux États-Unis. Hein, il y en a un paquet. Donc de boîtes qui rentrent sur le Nasdaq et il y a un Français qui est dedans et beaucoup, ouais, il y en a ces dernières années on en a eu beaucoup. Et aujourd'hui donc le prochain classement ça va être quoi? C'est pour quand plutôt? Ah, c'est le mois de juillet toujours. Au mois de juillet. Alors ça, je peux dire, il faudrait savoir où sera la bourse dans le mois de des juillet. dirigeants, des cadres sup, c'est-à-dire la clientèle de Challenge à l'argent, ça s'améliore un peu ou c'est toujours tabou quand on est français de parler de sous? Non, enfin c'est une approche très différente. Je pense que la dame qui était là pourrait témoigner. C'est beaucoup plus intéressant que moi, mais je pense que l'approche est très différente. En ce qui concerne les milliardaires, puisqu'on parle d'eux, les 500, l'approche est très différente. Aux États-Unis, quand on est un milliardaire,
Si on n'a pas donné 3 milliards de dollars en philanthropie, on a raté sa vie. Enfin, on est un pauvre mec. Si on n'a pas sa bibliothèque à son nom à Harvard, son hôpital, etc. En France, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'un riche, quand il donne, il y en a qui donnent, hein, bien sûr. Quand les églises au mieux, on va lui dire qu'il veut faire de la com, ou alors on va lui dire qu'il veut faire de la défisque, etc. Donc il hésite à le faire. Il hésite aussi parce qu'il est peut-être plus radin et il vous raconte qu'il paye beaucoup d'impôts, mais en fait, plus on est riche, en relatif, moins on paye d'impôts. Hein, c'est comme assez connu. Et c'est pour ça que, juste terminé, on a lancé une initiative, parce qu'on a quand même un petit problème. Hein. Enfin, un problème, c'est formidable. Hein. On a l'homme le plus riche du monde, la femme la plus riche du monde dans notre classement. Avant, on avait Jeanne Calment, maintenant. Qui sont français, hein, tous les deux. Quand on prend la fortune globale, c'est 1500 milliards hein, de ces 500 personnes. Hein, donc 1500 milliards d'euros. Et donc, il y a certains qui touchent chaque année en revenus 6, voire 9 milliards d'euros de revenus. Hein, je ne te parle pas de... Donc, on s'est dit, là, au moment où il y a eu les émeutes et tout ça, qu'il y avait quand même peut-être un petit souci, même un petit danger à voir ces choses. Hein. Moi, encore une fois, je ne critique pas parce que je pense que c'est un signe de vitalité pour une économie d'avoir des riches. Et donc, on a lancé avec la Fondation de France en fait, une collecte auprès des 500, très discrète. Donc ils ont un call center où ils peuvent appeler sur des projets précis. Et donc on a l'objectif de lever 180 millions d'euros cette année. Quand même. Sur combien de projets différents 180 millions d'euros, donc sur 1500 milliards. Hein. Tu vois voilà, c'est... Et donc, c'est des projets qui sont concentrés sur un thème. On a beaucoup cherché quel était le thème qui était le plus fédérateur. Et en fait, c'est sur l'éducation et la jeunesse, sur ce qu'on appelle, les économistes s'appellent le NEETs. Il y en a 1,5 million en France, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui n'ont ni formation ni emploi. Donc voilà, ils font des bêtises, ces jeunes-là. Il y en a des très talentueux. Et donc, il y a énormément d'initiatives, de fondations qui sont faites. Et on a 2 parrains formidables, il faut les citer parce qu'ils ont le courage de s'exposer. Un qui est un financier qui s'appelle Maurice Chéniaud, qui est un type fondateur du fonds Apax, qui est un type incroyable. Et l'autre, c'est la famille Lelousse, donc c'est les laboratoires Urgo. Et Hervé voilà. Notamment. Et Hervé Lelousse a la particularité d'être un ancien prof. Et donc, il a toujours été passionné par ça. Il a sa fondation familiale, à ne pas confondre avec la fondation Urgo. Qui lutte contre l'illettrisme, contre des tas de choses, la maltraitance des enfants et tout ça. Donc voilà, on est très fiers d'avoir monté ça avec la Fondation de France. C'est beau. Et les résultats pour les 180 millions, ça sera pour quand, Pierre-Henri ? Alors, on va faire un premier point au mois de novembre et je pense que ça sera... fin décembre. On va voir en fin d'année. On ne va pas les brusquer non plus, hein, les chéris, mais... On connaissait la dame de Haute-Savoie. Voilà, maintenant on connaît l'homme de Haute-Savoie parce que tu es vigneron aussi, c'est ça ? Voilà, je suis vigneron, j'ai hérité d'une petite maison qui fait 105 pièces quand même, qui est sur le lac d'Annecy. Le budget chauffage est combien chaque année ? Il n'y a pas de chauffage, donc voilà, c'est réglé. Ça résout le problème. Donc on s'est mis en tête avec mon frère, donc on a récupéré ce Mastar en 2016 et on s'est mis en tête de réintroduire la vigne sur le lac d'Annecy, puisque c'est une région viticole à l'origine, comme le lac Léman d'ailleurs. Et donc on a créé, on n'avait pas le premier sou, donc on a créé une association. On a demandé aux gens non seulement de payer et faire partie de l'association, mais aussi de travailler avec le vigneron. Et on a eu un vrai élan autour de ça, de ce projet. La vigne, c'est formidable pour ça. Ça rassemble. Ça rassemble toutes les classes sociales et tout, c'est incroyable. Et on a trouvé donc un partenaire, un jeune vigneron qui s'appelle Florent Lhéritier, qui est super. Et on s'est lancé, j'ai découvert ce que c'était que la bureaucratie viticole, les appellations. Donc on est 20 pays, hein, on a le droit de mettre ni château, ni clos, ni rien.
Première vigne en 2017, Pierre-Henri, c'est ça? Voilà, on a planté en 2017 et là on a eu la première cuvée cette année. Il est Le comment le week-end vin alors? dernier, oh bah, il est forcément fabuleux. On va dire surtout le blanc quand même en Savoie. Et avec Hein. quelques cépages parfois un peu originaux qu'on n'a Voilà, pas l'habitude de découvrir à Paris. voilà, il y a du jacquère, il y a de l'altesse, il y a des cépages haut savoyard et suisse parce qu'on s'est fait aider par des œnologues suisses. Et on pourra le redécouvrir dans des restaurants aussi étoilés, m'a-t-on dit, qu'il y avait. Voilà, on a la chance autour du lac d'Annecy d'avoir beaucoup d'étoilés. Et donc, on a fait comment dirais-je, on a un peu soigné les œnologues de ces établissements qui sont ravis De voir le vin retrouver, revivre, de quoi. voir le vin revivre. Donc, à la fois dans les 3 villages, Verrier, Talloires et Menton. Voilà. Génial. Je suis un peu moins embarrassé parce on s'est plongé dedans. On fait chaque année un séminaire de rédaction. Donc là, on avait un grand ponte de Google qui est venu nous expliquer un peu ce qui se passait. Bon, Google est un peu mal parce qu'ils ont raté. Vous savez que c'est Microsoft qui a acheté ChatGPT, donc ils se sont un peu fait avoir. Mais bon, ils ont quand même des produits. On est en train effectivement de réfléchir, notamment sur le web. Alors, il y a deux utilisations pour les journalistes. Une que les journalistes adorent, c'est que ça permet de faire des enquêtes. Par exemple, je veux savoir quel est le salaire du patron d'une grande boîte depuis 20 ans. Bon, je mets tous les rapports annuels et l'intelligence artificielle va me retrouver les datas, etc. Hein, donc Ça aide. ça aide. Ça, ils adorent, les journalistes. Après, il y a effectivement la simplification. Donc, pour l'instant, ça choque personne sur le web qu'on prenne une dépêche, qu'on la bâtonne un peu. Déontologiquement, c'est plus compliqué de faire travailler un robot. Alors, on s'est abonné à un certain nombre de trucs. Ils sont bons, mais ils ne sont pas encore excellents. Mais ils font des trucs incroyables. L'autre jour, j'ai testé un truc. On se dit, bon, par exemple, les éditoriaux. Tu ne vas pas faire un éditorial à... Alors, on a mis... bon, c'était une démo. Je pense que le truc était un peu organisé. Bon, mais on a mis Netanyahou dans le style du New York Times, hostile. On a mis un certain nombre de critères, le nombre de signes, etc. Et boum, la machine nous a sorti un éditorial tel qu'il aurait été dans le New York Times, machin. C'était voilà. bien. Alors, il faut repasser derrière un petit peu, mais c'était pas mal. Donc, après, tu mets une photo que tu fais en IA et tu dis c'est John machin, éditorialiste, et ça coûte moins cher que de se payer comme on a Paul Krugman qui est le vrai éditorialiste du New York Times. Donc il y a des trucs assez fascinants qui se passent, mais il y en a partout. Par exemple sur les logiciels de traduction, je ne sais pas si vous avez vu, par rapport à ce qui se passait il y a 5 ans, c'est flippant. Hein. Enfin, c'est flippant pour les gens dont c'est le métier. Hein. On passe, quand je veux traduire un truc, je passe 5 minutes là où je pouvais passer une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Donc on gagne du temps sur plein de choses. Il y a des métiers qui vont changer en tout cas. Ah oui, là-dessus, oui. Là-dessus, oui. Après, on a une ligne politique. On est, on va dire... allez, je vais me lancer un peu. Pour vous dire, le premier numéro qu'on a fait en 2006, on avait mis en une Tony Blair. Hein, bon, alors, Tony Blair, après, il y a eu des petits problèmes. Mais ça correspondait assez bien à ce qu'on était. C'est-à-dire une... Voilà. Et il est vrai qu'on a été, et on est encore assez... voilà, on a du mal à trouver un concurrent sérieux, Emmanuel Macron. Alors, ça tombe bien parce qu'il ne va pas se représenter, a priori. Mais voilà. Donc, on a fait on a fait 2 unes parallèles. La dernière en disant une toute noire avec Marine Le Pen, en disant est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Et après, on a fait la même avec Jean-Luc Mélenchon. Hein. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Et la réponse, et c'est avec, et avec des papiers. Et voilà. Et à l'époque, on a beaucoup plus parlé, ça a beaucoup plus fait de polémique qu'on fasse ça sur Mélenchon que sur Le Pen. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Hein, vous voyez. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas les extrêmes. Voilà. Mais on ne se fait pas avoir par le cercle de la raison non plus.
Bon, voilà, donc tout est dit. Donc, il faut s'abonner ce soir à Challenge. Il faut faire de la pub demain matin à 8 h. Et surtout, garder en point de mire que le futur Grand Cri en France, il est du côté du lac d'Annecy. On applaudit très chaleureusement Pierre-Henri de Menton. Merci Pierre-Henri.